Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Vous connaissez ce moment où nos réactions débordent, ce moment où les conflits se répètent dans nos familles avec des relations qui épuisent sans qu'on ne comprenne vraiment pourquoi. Je suis sûre que vous voyez le topo. Ce que l'on croit être des problèmes de couple, de parentalité ou de comportement sont souvent l'expression de quelque chose de bien plus ancien. Des traumas, des liens d'attachement fragilisés, des stratégies de survie mises en place très tôt et qui continuent de gouverner nos vies d'adultes. Pour en parler, j'ai reçu Mélissa Vidal, psychologue spécialisée en psychologie de la santé. Avec elle, j'ai voulu comprendre comment l'attachement se construit, comment il s'active dans les moments de crise et comment il influence notre manière d'aimer, de nous disputer, de dormir et d'élever nos enfants. Nous avons aussi élargi le regard, sortir de l'individu pour regarder le système. Le couple, la famille, les rôles que l'on endosse parfois au détriment de soi. La thérapie systémique permet de lire autrement les symptômes, non pas comme des défaillances personnelles, mais comme des signaux relationnels. Un échange exigeant, éclairant, qui remet du sens là où il n'y avait que de la culpabilité. Je sais que cet épisode peut transformer votre façon de voir vos relations. C'est un bonbon à ne pas négliger et à partager, mais vraiment à partager. La théorie de l'attachement a besoin de circuler le plus possible. Et avant de vous laisser avec Mélissa, j'avais envie de vous dire quelque chose de très important. Parce que Mélissa, elle propose en tant que psychologue des séances de thérapie en marchant. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je me dis que si vous êtes suivi en thérapie, vous pourriez proposer à votre psy de faire la même chose, de sortir du cabinet et de pouvoir aller à l'extérieur. Vous allez écouter dans l'épisode en quoi c'est hyper bénéfique de marcher pendant une séance de thérapie. Vraiment, c'est incroyable. Restez jusqu'au bout, elle vous explique tout. Je vous souhaite une très très belle écoute. À très vite. Salut Mélissa. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir ici dans notre studio. Merci beaucoup de t'être déplacée déjà depuis Toulouse pour venir dans le haut du sud-ouest nous rejoindre. Tu m'as fait une demande avant qu'on démarre l'épisode. Tu voulais qu'on puisse souffler un tout petit peu dans ces vies assez intenses. Donc je t'en prie, vas-y, dis-nous ce qu'on doit faire. Alors je vous invite à fermer les yeux. Ok. Vous allez poser les 2 pieds en contact avec le sol. Et juste pour démarrer ce podcast, je vais juste vous proposer de prendre conscience de vos points d'appui. Sentez les pieds en contact avec le sol, le support sur lequel vous êtes installé. Sentez votre colonne vertébrale, vos épaules, votre port de tête. Et puis je vous invite juste à prendre conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent est passé et terminé. Vous êtes en train de vous installer dans le présent. Vous êtes ici et maintenant. Prenez conscience de votre respiration, comme si vous étiez bercé par elle. Vous n'avez rien à réussir, rien à atteindre. Observez peut-être les sensations, les émotions, les pensées, comme des phénomènes de votre vie intérieure. Et à partir de votre respiration, je vous invite à présent à prendre conscience de votre corps tout entier qui est stable et qui respire, ici et maintenant. Et pendant toute la durée de ce podcast, je vous propose de prendre conscience, d'écouter
ce qu'il se passe dans votre corps, vos émotions et votre respiration. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. T'es sûre que tu veux qu'on fasse 1 heure d'interview là? J'étais partie. Mais au moins, on commence en étant tranquille. Merci beaucoup, Mélissa. Tu es psychologue, donc tu as l'habitude de faire ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on prend jamais le temps, ne serait-ce que de démarrer notre journée comme ça, pour s'apaiser un tout petit peu. Ça a quel effet de faire ça? Ça ramène dans le présent. On vit dans un monde où la course est valorisée, où la performance fait partie de notre quotidien et où on vit beaucoup dans notre tête et pas assez dans le corps. Et le fait de s'arrêter, ça dure pas longtemps et en même temps, ça fait gagner du temps aussi. Et juste d'observer ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans les émotions et dans la tête, ça permet aussi de défusionner avec nos croyances et puis nos réactions dans le quotidien. Moi, ma première question, c'est toujours la même pour les professionnels de santé, c'est pourquoi tu as voulu devenir psychologue? Parce que j'ai toujours écouté. J'ai toujours eu cette sensibilité-là, à l'école, à la maison. J'avais toujours cette attention portée à l'autre. Et je suis pas devenue psychologue de suite. Ok. Je suis partie après le bac dans une licence d'anglais, littérature et civilisation étrangère, dans l'objectif de voyager et de faire de la traduction. Voilà, j'avais un désir de voyage et j'avais pris une option de psychologie du développement pendant la formation et gros coup de foudre. J'ai pesé les pour et les contre, j'ai arrêté ma licence d'anglais parce que je savais pas où ça me menait et je suis partie en psycho. Et à la fin de la licence, j'ai arrêté mes études pendant 1 an et demi et j'ai assouvi mes désirs de voyage. Donc, je suis partie en Angleterre, aux États-Unis, où j'ai vécu pendant quasiment 1 an. J'ai des filles au père. Et puis, quand j'étais là-bas, j'ai construit mon projet. Entre la licence et le master, je me suis dit dans quel master j'ai envie de m'engager et quel psychologue j'ai envie d'être. Et tout ça, ça s'est dessiné avec la distance et donc j'ai eu l'occasion de trouver un stage en psychologie, en oncologie, psycho-oncologie. Et une grosse révélation. Donc je suis partie en psychologie de la santé. Et donc à partir de là, j'ai été diplômée, j'ai travaillé pendant 5 ans en soins palliatifs et donc après je suis partie en libéral, dans le désir de revenir un peu plus en amont de la vie. Voilà, avec différentes formations pendant tout mon chemin de psy. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que toi, t'es devenue psy? L'importance d'être présent, d'écouter l'autre, de s'écouter soi, d'être en lien et à quel point la vie est difficile, quand même. Et peu importe l'âge qu'on a, la souffrance, elle est légitime. Quand je travaillais en soins palliatifs, j'ai vu beaucoup de patients en souffrance physique, en souffrance psychologique et en même temps des patients qui avaient de l'espoir, même à ce stade-là, leur fin de vie. Et c'est là que la méditation est arrivée, parce que je me suis dit, y a quelque chose à faire avec le présent qu'on n'habite pas assez. Et je vois en fait les personnes qui vont habiter le passé, habiter le futur et pas forcément être présents. Et la méditation pour ça a été vraiment un véritable coup de foudre dans ma pratique et dans ma manière d'être avec les patients aussi. J'avais invité un super psychiatre français qui est le directeur du CHU de Caen et qui a mené une étude avec Harvard sur la méditation et à quel point ça a quasiment autant d'effets que des antidépresseurs avec 0 effet secondaire. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu cette étude. Oui. Ouais. Et je vous mettrai les liens dans l'épisode parce qu'il est super cet épisode avec ce psychiatre qui est français. Donc on avait un psychiatre français à Harvard qui montre que oui, les pouvoirs insoupçonnés de pouvoir se pencher sur notre état intérieur et écouter une voix qui fait du bien aussi. Et puis, j'ai le souvenir de ce patient qui un jour m'a dit, c'est un patient qui était en fin de vie et qui m'a dit la chose la plus difficile en fin de vie, c'est d'avoir des regrets. Et donc, je pense que quand on a conscience de ça, ça donne aussi la sensation de pouvoir
agir sur notre présent et sur la trajectoire de notre vie. Donc, c'est le plus beau cadeau que ce patient ait pu me faire. Hein. Je trouve que c'est hyper fort comme phrase. Bon, on va parler de choses pas forcément super joyeuses, mais de reprendre les bases un petit peu de la psychologie. En France, on n'est pas forcément très bien formé, ou en tout cas au courant et éduqué à la théorie de l'attachement. Est-ce que tu peux reprendre un tout petit peu les bases? C'est quoi la base de la théorie de l'attachement et comment ça se manifeste dans certains profils? Alors, l'attachement, au départ, il a été pensé par John Bowlby, qui, dans les années 40, a identifié que quand on vient au monde, on s'attache. C'est quelque chose d'inné. Et la manière dont on va rentrer en interaction avec nos figures d'attachement, dont j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais c'est ce qui va déterminer notre manière d'être en lien tout au long de notre vie. Et il dit quelque chose de très juste, il dit l'attachement, c'est du berceau au tombeau. Et effectivement, quand je travaillais en soins palliatifs, c'est aussi vers ça que m'a conduit cette expérience-là, parce que je sentais que les patients en fin de vie avaient ce besoin de lien encore. Et c'est quelque chose qui est en nous et qui nous suit jusqu'à notre dernier souffle. Et c'est une stratégie relationnelle aussi. Face aux défis de la vie, face au traumatisme. C'est une réponse intelligente face à une situation qui ne l'est pas, sur la manière dont on va chercher le lien, quel qu'il soit. Et donc, il y a différents types d'attachement. Alors, on parle de style d'attachement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je nuance beaucoup, parce qu'on peut s'identifier, se catégoriser, et l'attachement, c'est quelque chose qui est quand même assez mouvant. Mmh. Mais dans la théorie, il y a l'attachement sécure et l'attachement insécure. L'attachement sécure, c'est cette capacité d'être en lien et de se sentir toujours en sécurité, même quand le lien n'est pas là. De pouvoir demander de l'aide quand on en a besoin et de sentir que la présence de l'autre peut être rassurante. Et quand elle ne l'est pas, c'est OK aussi, parce que je me sens bien dans mon corps, dans mes émotions, et j'arrive à prendre aussi un peu de hauteur avec ce que le mental essaye de me faire croire. L'attachement, au contraire, qui sera insécure, va avoir plusieurs catégories. Il y a l'attachement évitant, qui est un attachement où on va se couper de nos émotions, où on va, face à des situations qui vont nous exposer sur le plan émotionnel, on va plutôt se mettre en retrait, être très autonome et pas demander d'aide. Pour l'attachement, notre attachement insécure, on a l'attachement anxieux, ambivalent, où ce qu'on retrouve souvent chez les personnes qui ont un profil de dépendance émotionnelle, où on va être très alerte et presque hyper vigilant aux réactions de l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand l'autre ne répond pas à mon message? Pourquoi ce silence? Et donc, il y a tout un scénario qui va se mettre en place au niveau du mental et qui fait que la personne va avoir des réactions parfois qui vont être disproportionnées par rapport à la situation réelle. Et ensuite, il y a un autre type d'attachement qui est l'attachement désorganisé, qui est un attachement qui est encore plus complexe, puisque les personnes qui ont ce type d'attachement vont être dans à la fois la recherche et le rejet de la relation. C'est des attachements qui sont souvent issus de traumatismes complexes dans la petite enfance et qui vont avoir des difficultés à se lier durablement et à se sentir en sécurité dans la relation, et donc vont être dans ce jeu de je t'aime moi non plus. Et il y a souvent de la violence aussi qui peut apparaître dans ce type d'attachement. Et dans l'attachement désorganisé, il y a 2 sous-types. Il y a le contrôlant soignant. Donc, c'est le profil d'attachement qui va tout faire pour que l'autre se sente bien, en sécurité, et qui va s'oublier. Et puis, il y a l'attachement contrôlant punitif, et où c'est là qu'on peut retrouver parfois des formes de violence. Et c'est des profils d'attachement qui souvent aboutissent à de la psychopathologie à l'âge adulte, avec des troubles malheureusement qui évoluent vers des addictions, ou en tout cas des profils qui ont beaucoup plus de complexité symptomatologique à l'âge adulte. Et j'aime bien ce que tu dis, que l'attachement, on n'est pas obligé d'être catégorisé dans un. Ma psy m'a toujours expliqué, c'est un spectre. En plus, en fonction des aspects de notre vie. Moi, tu vois, j'ai l'impression d'être très sécure au travail, mais dans mes relations amoureuses, je suis plutôt anxieuse. Ce que tu as décrit, je me reconnais très bien. Et donc, on évolue un peu, et puis au fur et à mesure des épreuves de la vie aussi, ça peut nous faire changer peut-être un petit peu de style d'attachement, ou de façon, en tout cas, dont on réagit en lien avec l'autre.
C'est effectivement la manière dont on va aller chercher le lien à l'autre. Et c'est là où j'insiste sur ça parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui est culpabilisant. Et quand on devient parent, on a le sac à dos qui se remplit naturellement de culpabilité en devenant parent. C'est normal. Je vais éviter de rajouter de la culpabilité parce que je pense que les parents en ont suffisamment à se mettre directement envers eux-mêmes. L'attachement, c'est quelque chose qui est mouvant, qui certes va se construire dans le terreau de la petite enfance, mais qui déjà est réparable, qui est souple, et qu'effectivement, en fonction des domaines de notre vie, ne vont pas s'activer de la même manière, parce que les enjeux émotionnels ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas la même personne quand je suis au travail, et je ne suis pas la même personne quand je suis en contact avec mon partenaire, ma partenaire, ou avec mes enfants, ou avec mes parents. Donc, on va pas activer les mêmes zones de l'attachement. Il y a des domaines où on va se sentir peut-être un peu plus dans le contrôle, parfois un peu plus dans la fuite, parfois au contraire où on va sentir que il y a des insécurités qui sont plus marquées et où on sait pas trop s'il faut être dans le contrôle, dans la fuite. C'est normal, parce que ça vient pas toucher les mêmes domaines de notre histoire et ça vient pas toucher la même part de soi. Et c'est important de dire aux parents qui ont des enfants en bas âge actuellement et qui, probablement, en écoutant cet épisode, vont se dire « Mais quel type d'attachement je suis et quel attachement à mon enfant ?» Tout n'est pas déterminant dans la petite enfance. Et puis, c'est compliqué de le dire là, maintenant, tout de suite, puisqu'ils sont très dépendants de nous quand même. Exactement. En vrai, c'est aussi partie de leur développement. On s'en rend plutôt compte, j'imagine, adolescence, à l'âge adulte, de vraiment comment on interagit dans le lien. Alors, il y a quand même des signes dans la petite enfance. Vas-y, dis-les quand même. En fonction de la manière dont l'enfant va interagir avec ses figures d'attachement. Donc, il y a les figures d'attachement primaires que sont les parents, très souvent. Et puis, il y a les figures d'attachement secondaires qui vont être les donneurs de soins de proximité. Donc, les grands-parents, les nounous, le personnel de crèche, les maîtresses à l'école ou les maîtres. Un enfant qui, par exemple, va vivre une situation qui va le déborder sur le plan émotionnel, la manière dont il va répondre à cette émotion, comment est-ce qu'il va la traverser, donne des indices quand même. Donc, si tu as un enfant qui vit une situation, par exemple, de séparation avec son parent, qui est en déplacement et qui, pendant cette séparation, va faire vivre l'enfer aux parents qui restent présents, on peut imaginer qu'il y a un peu d'anxiété. Ou un enfant, quand il retrouve un parent, va se mettre en retrait, va pas forcément être dans le contact émotionnel au départ. Il y a peut-être un petit peu d'évitement. Voilà, ces enfants qu'on va qualifier d'enfants sages, on se dit mais il fait pas de bruit, il est facile. Il fait pas de tempête, il est facile. Et c'est vrai qu'on valorise beaucoup ça. C'est souvent le signe d'une insécurité. Quand je reçois des parents en consultation et qui me disent mon aîné, il se passe ça à l'école, c'est compliqué. Par contre, le second ou inversement, très facile, il fait pas de bruit. C'est pour l'autre enfant que je vais me poser des questions. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace là pour exprimer les émotions et c'est normal que les émotions de nos enfants nous débordent parce qu'elles viennent toucher quelque chose de nous-mêmes. Mais la manière dont on va répondre à ces émotions, la manière dont, qu'est-ce que ça vient toucher à moi, et c'est pour ça que la pratique de la présence et de l'attention à ce qui se passe dans le corps, elle est aussi indispensable à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça vient toucher là, de mon propre attachement, de mon histoire de vie et de ma relation avec mon enfant. Donc oui, il y a des choses qui s'expriment. Mais c'est vrai que juste en te le disant, je me dis, mais je suis bête ou quoi? La théorie de l'attachement, c'est quand même sur l'expérimentation de Mary Ainsworth, qui a pris le lead après Bowlby et qui a fait cette expérimentation avec des tout petits bébés. Tout à fait. De voir comment ils réagissaient quand leurs parents, la maman d'ailleurs, sortait de la pièce, revenait et qu'elle a pu un petit peu, du coup, déterminer ces 4 styles d'attachement dont tu as parlé. Donc, mais c'est vrai que moi, je suis comme toi. Des fois, je me dis, oh là là, mes enfants, là, j'essaie d'analyser. J'imagine, c'est encore pire quand on est petit, avec ses propres enfants. Je me dis, là, elle a fait ça, il a fait ça, je suis sûre que. Mais aussi de se rappeler que je crois qu'il y a quand même une petite part génétique. Il y a les épreuves de la vie. Et c'est mouvant. Et on peut se resécuriser à un moment ou un autre de notre vie. Donc, ça enlève quand même cette culpabilité dont tu parlais sur les épaules des parents. Oui, parce que les parents ont une responsabilité. C'est évident. Ils ont, à mon sens, la responsabilité de prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin des enfants et des enfants qui sont accompagnés et qui sont sécurisés. C'est un futur qui, de fait, sera plus apaisé ou plus sécurisé. Donc, ils ont cette responsabilité-là.
avant de prendre soin des enfants, de prendre soin d'eux. Et ensuite, si d'aventure le parent fait que ça n'est pas possible pour X ou Y raison, le contexte dans lequel il vit, son histoire, c'est pas figé. Et c'est réparable parce qu'il suffit d'une relation pour que les choses se réparent ou s'apaisent. Ça peut être à l'âge adulte un partenaire. Ça peut être un professionnel de santé. Ça peut être une relation amicale. Ça se répare. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Et puis beaucoup de compassion aussi envers soi-même et ces allers-retours qu'on peut avoir. Dire, mais enfin, ça fait quand même plusieurs années que je fais un travail sur moi et je suis encore coincée là-dedans. Oui, mais si on dézoome... C'est mieux qu'avant. Oui, il y a peut-être des choses que tu fais aujourd'hui et que tu faisais pas il y a quelque temps, et tu as peut-être une manière de répondre aujourd'hui qui est différente d'il y a quelques mois ou quelques années. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est primordial quand même cette notion d'attachement et comment on interagit avec les humains pour comprendre juste ce qui se passe dans les relations avec les autres? Alors quand on est face à des situations de vie qui sont challengeantes, puisque la vie est un défi, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que la vie a des échéances et qui font que on est confronté à des situations qui peuvent être douloureuses, difficiles, parfois on vit des traumatismes, et l'attachement, il va s'activer dans ces moments-là. Ça va être une stratégie pour pouvoir survivre à la situation qu'on est en train de traverser, parce que c'est comme si le corps avait enregistré une manière de répondre à une situation. Je te prends un exemple très concret. La personne qui va avoir un attachement plutôt évitant, dans son prisme, dans son histoire de vie, dans son référentiel, elle a appris que éviter, se couper des émotions, c'est ce qui était possible à ce moment-là pour pouvoir survivre. Parce que les émotions étaient dangereuses, parce que les émotions, elles n'avaient pas d'espace, et que se couper des émotions, c'est plus sécure à ce moment-là, au moment où elle vit cette situation, que de les vivre et de les traverser. Parce qu'autour, il n'y a pas forcément les réponses adaptées pour pouvoir traverser les émotions. Et donc, plus tard, à l'âge adulte, quand on est face à des défis ou qu'on est dans une relation de couple, puisque c'est souvent dans cet espace-là que l'attachement va beaucoup s'exprimer, puisque la relation de couple, c'est un détonateur en puissance. Comment est-ce que l'autre répond à mes besoins affectifs? Comment est-ce que l'autre répond à mes émotions? Comment est-ce que je peux rester en lien avec l'autre? Comment est-ce que je peux rester en sécurité, même quand l'autre n'est pas là, ou quand il y a une situation de conflit dans la relation de couple? Donc l'attachement va s'activer. Et c'est là où les rôles de chacun vont se rejouer. Parce que dans la relation de couple, c'est pas juste la relation amoureuse. Et Boris Cyrulnik a dit quelque chose de très précieux sur ça. Il dit quand on tombe amoureux, on se relève attaché. Et effectivement, je pense que la manière dont on est en relation avec l'autre, ça va venir activer des zones de notre histoire de vie. Comment est-ce que je peux me sentir en sécurité physiquement dans la vie de couple, dans la relation intime, dans la relation affective. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette conscience-là, c'est que tout ne se joue pas dans la relation à l'autre directement. C'est aussi des parts de soi qui interagissent, et très souvent, ce sont les dossiers qui n'ont pas encore été classés qui réémergent et qui interagissent entre eux. Donc, on va aller vers quelqu'un qui ne va pas forcément nous attirer, mais qui va être familier. On va vers ce qui est familier et on va rejouer des schémas qu'on connaît. Et donc, il y a certaines personnes qui me disent, mais pourquoi est-ce que je vais toujours vers le même profil, les mêmes partenaires qui sont pas sécurisants ou qui vont réactiver des émotions chez moi? Pourquoi est-ce que je reproduis? On fait pas exprès. C'est le corps là qui parle et le corps devance les pensées. Le corps va en amont de toute rationalité. C'est ce qu'on appelle l'attachement traumatique? Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu plus pour celles et ceux qui connaissent pas cette notion-là? Alors, l'attachement traumatique, très souvent, pas tout le temps, parce que je j'aime pas faire des généralités, mais il est souvent issu du développement. Donc, un attachement qui a été marqué par des situations traumatiques précoces. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque. C'est des grossesses qui se passent pas forcément bien. Ça va même en amont, la manière dont les parents se sont rencontrés, l'histoire parentale, la manière dont l'enfant a été conçu, la grossesse, l'accouchement. Est-ce que l'accouchement s'est bien passé? Est-ce qu'il y a des traumatismes qui sont en lien avec
ce moment-là de vie de l'enfant et des parents. Et puis les premières interactions précoces, toutes les expériences de séparation dans la petite enfance, quand je pleure, le soir au moment du coucher, comment est-ce qu'on répond à mes pleurs? Est-ce que on accompagne? Est-ce qu'il y a une présence? Est-ce qu'on me crie dessus? Est-ce qu'on me laisse tout seul? Tout ça, c'est des signes de réponse à la manière dont l'enfant va s'attacher. Et il y a ce que vivent les parents à ce moment-là. La toute petite enfance, c'est une période de vie, c'est comme la fin de vie. Et c'est pour ça que j'ai travaillé et je travaille dans ces deux territoires de la vie, parce que ce sont deux espaces de vie où nous sommes extrêmement vulnérables et dépendants de l'autre. Et pour la toute petite enfance, ce qui est très compliqué, c'est qu'on n'a pas la mémoire explicite. On se rappelle pas de ce qui s'est passé à la naissance jusqu'à 3-4 ans. Donc, c'est le corps qui enregistre. Et donc, tout ce qui se passe autour, les tout petits enregistrent, captent, ressentent et vivent sur le plan corporel les événements. Si papa ou maman fait une dépression, le lien va être plus difficile à tenir. Si y a des déplacements répétés, la perte de repères, si y a des événements de vie qui arrivent à ce moment-là, si un grand-parent décède, si les parents se séparent, les enfants adoptés, c'est un vrai sujet aussi, parce qu'il y a un abandon dès le départ, donc ça crée et ça induit un attachement qui va être plus compliqué à sécuriser. Et donc tous ces traumas-là vont être des facteurs de risque d'attachement plus insécure à l'âge adulte. Ah, tu veux dire que comment on a vécu notre attachement primaire principal va se répercuter derrière sur comment on va se mettre en lien dans un couple, notamment parce que ce que t'expliquais, c'est pas notre cerveau rationnel quelque part qui parle, c'est ce qui est familier dans notre corps parce qu'on a appris comme ça quand on était petit. C'est les premiers codes, les premiers repères, c'est la manière dont on va se lier au monde et aux expériences que les parents vont vivre à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est important de sécuriser les parents. Oui, ça a une conséquence monstrueuse. C'est par là qu'il faut commencer. Et d'ailleurs, les psychologues qui travaillent avec les enfants le disent bien, jusqu'à 6 ans, on ne travaille pas forcément avec les enfants, on travaille avec les parents. Parce que c'est vers ce mouvement-là que les enfants vont du coup retrouver un peu de sécurité. Et c'est là où aussi j'amène un peu de nuance et un peu d'espoir. C'est pas parce qu'on vit une dépression postpartum, c'est pas parce qu'on vit des enjeux financiers, qu'on est pris dans des situations à ce moment-là qui est très compliqué, que ça va déterminer un attachement insécure ou un attachement compliqué pour l'enfant, dès lors que le parent en a conscience à ce moment-là et qu'il peut le travailler. Il y a la plasticité cérébrale aussi. Jusqu'à 25 ans, le cerveau va être en mouvement et peut tout à fait se réparer. Donc, j'insiste, s'il y a des parents d'enfants en bas âge qui nous écoutent et qui sont en train de vivre des défis actuellement, vous êtes toujours à temps de réparer. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Même quand les enfants sont adultes, il n'est jamais trop tard. C'est hyper important cette phrase, parce que parfois on reste dans la honte, la culpabilité et on prend plus d'espace pour agir, alors que on peut encore le faire. Et je pense que parfois il y a une fausse croyance que les enfants, on peut pas les emmener en thérapie petit parce qu'ils parlent pas ou parce qu'ils ont pas encore développé la parole, la connaissance d'eux-mêmes, alors que eux ont un cerveau tellement plastique que ça marche tellement bien. Ça va très vite avec les enfants. Il suffit de quelques séances, parce que en fait le travail avec les enfants, ça va être un travail avec la médiation, donc le corps, le dessin, le jeu. Le jeu, c'est un territoire tellement réparateur pour les enfants parce qu'il se passe tellement de choses. Dès lors qu'on est attentif et pleinement à l'écoute de ce que l'enfant fait dans son jeu, les interactions qu'il a, la manière dont il parle dans son jeu, c'est extrêmement intéressant, et c'est du matériel brut et ça va très vite. Parce qu'il y a la mémoire d'un enfant de 3-4 ans n'est pas la même que celle d'un adulte qui a 30 ans, 40 ans d'expérience, et du coup beaucoup plus complexe. Il y a moins de choses à aller décortiquer, d'aller chercher au profond, puisque ils sont plutôt non, il y a pas beaucoup de couches, c'est ça que tu disais. Exactement. Bah, juste après notre interview, je vais emmener une de mes filles avec mon mari en thérapie, tous les 3, tu vois. Parfois on prend les devants quand on sent qu'il y a des petits points de tension, parce que justement je sais que eux ça va plus vite que nous. Et je me dis autant maintenant
gérer ça pour pas que ça s'accumule pour plus tard. Et puis c'est important parce que ta fille à ce moment-là, ce qu'elle se dit, c'est papa et maman voient. Papa et maman accompagnent et ils prennent soin. Donc si papa et maman prennent soin, c'est que c'est ok et que je peux me sentir en sécurité. Et la réparation, elle commence aussi à ce moment-là. Elle commence dans la communication. Elle est dans l'écoute. Ok, là je vois qu'il y a quelque chose qui nécessite peut-être d'être accompagné, peut-être pas pour longtemps, mais juste voilà, on fait équipe, on est ensemble et on va faire en sorte que ça se répare. Alors il n'y a pas un objectif de réparation parfaite et de performance parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui. On est dans un désir on lisse les émotions. On lisse tous les événements, il faut pas vivre de traumatisme, il faut pas vivre de situations difficiles. Ça va à contre-courant de ce que la vie est par nature, mais c'est d'apprendre à s'adapter à travers les défis de la vie. Et c'est ça qui fait une force après à l'âge adulte parce que il y a une conscience de nos émotions, il y a une conscience de nos sensations physiques et de la manière dont on vit les situations difficiles. L'objectif n'est pas de supprimer la douleur parce que c'est impossible, mais juste de la traverser, de faire avec, de l'accompagner et juste de prendre conscience qu'on a les ressources pour la traverser. Et ce que disait Boris Cyrulnik, la résilience. Exactement. C'est ça qu'on veut pour nos enfants, et nous-mêmes d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que quand même tu peux juste nous expliquer quelles conséquences ça a sur le long terme si on s'occupe pas d'un attachement qui a été traumatique ou qu'on n'arrive pas à resécuriser? Comment est-ce que ça peut s'exprimer? Par plusieurs manières. La première, c'est effectivement des difficultés relationnelles, quelles qu'elles soient. Donc de couple, familial, parental, professionnel, amical, difficultés relationnelles avec soi-même. Parce que du coup, on va être peut-être beaucoup plus exigeant envers soi-même. On va se couper de nos émotions, on va se couper de notre corps. Et donc là, arrivent des comportements qui vont parfois poser problème, des comportements d'addiction. Notamment, l'addiction, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'on en fait un problème, mais je pense que c'est surtout un symptôme. De l'attachement. Exactement. Parce qu'on va aller vers quelque chose qui nous soulage et qui nous apaise et qui, à un moment donné, va amener du réconfort corporel dans une tension qu'on ressent. Et c'est instantané. Donc ça fait bien le job, sauf que au moment où on a consommé ou que voilà on a traversé ce mouvement-là, la tension elle revient. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là vis-à-vis de soi-même qui est qui à mon sens est assez symptomatologique d'un attachement qui est insécure et puis on a un rapport au monde qui va être dissocié. On va pas prendre soin de soi, donc on va difficilement prendre soin des autres. Et le travail peut être une source de difficultés, ça peut conduire au burn-out selon les profils, des difficultés managériales, ou alors au contraire, je parle notamment des salariés qui vont surinvestir et qui vont complètement s'oublier dans leur propre vécu, qui vont être ce qu'on appelle des people pleasers, qui vont faire plaisir sans avoir conscience de leurs propres besoins. Les conséquences, elles sont... et puis c'est un rapport à la vie qui est éloigné. On s'éloigne du moment présent, on s'éloigne de la vie parce qu'on vit dans notre tête et on va projeter des croyances sur les autres. Si je fais ça, l'autre va penser ça de moi. Si je fais ça comme ça, du coup, je vais être aimé. Donc, il y a tout un panel de croyances qui vont se mettre en place et qui vont influencer nos comportements et nos manières d'interagir. Nous, les anxieux, on fait ça. Je tiens à dire. Pas toujours et pas de cette manière peut-être aussi forte, mais c'est vrai qu'on fait ça. Et les distants ont plus se dissocier ou travailler comme des malades et peut-être se dire je suis fort, indépendant, j'ai besoin de personne. Fort ou forte d'ailleurs. Et il y a aussi des troubles qui sont quand même essentiels et qui... j'en parle beaucoup dans mes consultations, c'est le sommeil. Parce que le sommeil, c'est aussi un moment où on lâche et on accepte de s'abandonner. Donc, la manière dont on est attaché à la vie, aux autres, à soi-même, ça va aussi conditionner la manière dont on s'endort. On le voit chez les tout-petits, notamment. Et c'est quelque chose qui nous poursuit jusqu'à la fin de vie. C'est vrai que j'ai 3 enfants, c'est pas les mêmes temps d'endormissement en fonction de chacune. Oui. Clairement, il y en a pour qui c'est plus complexe, il y en a pour qui ça a été plus simple. C'est marrant aussi de voir ça en fonction de ses enfants.
L'endormissement, c'est un moment où l'attachement va s'activer. C'est clair. Et des fois, c'est dur pour nous. Mais Mais là, tu es en sécurité. Et c'est marrant parce que moi, j'ai cette tendance à dire, tu es en sécurité, tout va bien. Et après, des fois, je me dis, mais en fait, c'est pas tellement que ce que je dis, c'est comment je me suis comportée avant dans la journée. Est-ce qu'il y a eu des moments de tension? Là, je veux forcer le t'es en sécurité, donc lâche, parce que j'en ai marre, moi. Alors elle peut pas l'entendre de cette manière-là, évidemment. Et à ce moment-là, c'est ton attachement qui va s'activer. Exactement. Et la fatigue aussi, tu sais. Bien sûr. Là, je voudrais juste du temps pour moi et c'est trop long et je sais que tu vas bien, donc va bien. Tu sais, on veut forcer sur l'autre. Fais un effort, tout est ok, moi. Tu es en sécurité, sauf que le tout petit, mais il a pas, jusqu'à 6 ans à peu près, c'est très corporel, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça le dépasse, même, il peut pas le rationaliser, ça. Donc, oui, effectivement, il est en sécurité si on dézoome, mais dans le corps, là, il y a quelque chose qui se passe, il y a une séparation à venir, une séparation longue, et puis, selon l'âge, c'est le moment où arrivent les cauchemars, les terreurs nocturnes. Et puis c'est un moment où on libère aussi toutes les tensions de la journée. Non, mais c'est intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas vraiment la théorie de l'attachement et de réaliser ok, comment je m'endors? Est-ce que j'arrive à lâcher ou pas? Est-ce que c'est difficile pour mes enfants? Est-ce que ça m'active? Comment ça m'active? Vraiment, les enfants, c'est la meilleure recette pour aller en thérapie. Oui, j'avais une collègue qui à l'époque m'avait dit quand tu auras des enfants, c'est 10 ans de thérapie à eux tout seuls. C'est clair, c'est pas violent du coup. Si on n'est pas prêt. Effectivement. Ça peut être un peu intense. Alors, est-ce que tu peux aussi nous expliquer si on ne traite pas un trauma, parce que l'attachement, c'est aussi très lié au trauma avec un grand T, avec un petit T. Alors, on a dans ce podcast, on a un épisode entier sur le trauma grand T, petit T. On vous mettra les liens aussi si vous voulez le réécouter. Mais est-ce que tu peux justement nous expliquer, si on ne traite pas ces choses qui ont perturbé notre équilibre, il y a quoi comme conséquence? Alors, à l'âge adulte. Ouais. À l'âge adulte, si on traite pas, déjà ça peut revenir parce que la vie est bien faite et elle nous ramène toujours sur un plateau ce qui n'a pas été résolu, parce que nos comportements sont aussi modifiés par les traumatismes qu'on a vécus. Et la manière dont on traverse les traumas, c'est toujours une manière de se protéger. Donc quelqu'un qui va être très contrôlant, qui va ou plutôt être dans l'évitement, c'est une manière pour le corps de dire là, je suis en danger, donc je me protège et soit je lutte, soit je fuis, soit je vais me dissocier. Donc à l'âge adulte, quand on vit ce type de situation, c'est du coup qu'on va avoir des réactions disproportionnées par rapport à la situation qu'on vit dans le présent. Donc on va avoir régulièrement dans notre quotidien des déclencheurs. Donc des situations qui vont faire jaillir les sensations corporelles, qui vont réactiver les croyances et tout le discours qu'on se raconte autour de la situation et qui vont engendrer derrière des comportements qui vont être disproportionnés. Donc, par exemple, un parent, je parle du parent, mais ça peut s'appliquer dans d'autres domaines, qui va se mettre dans une colère noire pour une situation qui ne nécessite pas autant d'intensité émotionnelle. Un salarié qui va avoir envie de tout plaquer ou d'aller dire ses 4 vérités à un collègue qui lui a dit quelque chose qui lui a pas fait plaisir. En fait, ça, ce sont des situations qui réactivent le trauma ou les traumatismes qu'on a vécus et qui font que très souvent, du coup, à l'âge adulte, on est dans une situation de conflit interne et relationnel. Donc, ce qui engendre derrière des comportements d'addiction, très souvent des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, un rapport au corps qui peut être aussi très contrôlant et la fuite de ce que je ressens parce que c'est trop insupportable. Sauf que, et là c'est important d'avoir cette nuance-là, c'est que les patients qui viennent en consultation vont dire « mais là je ne supporte plus ce que je vis là. J'ai ces déclencheurs-là, ça m'est trop difficile à vivre. Comment est-ce que je peux... me sortir de ça. » Donc là, on est dans une recherche de solution, ce qui est normal, parce qu'on n'en peut plus et qu'on est sorti de notre fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est ce qu'on est capable de supporter et de traverser dans la vie de tous les jours. Quand on sort de la fenêtre de tolérance, c'est souvent à ce moment-là qu'arrive l'anxiété ou la dépression, qui vont être du coup des conséquences aussi des traumatismes qu'on a vécus. Donc à ce moment-là, c'est important de dire aux personnes que ce sont des stratégies de survie. Et qu'elles ont eu une fonction protectrice au moment où elles sont arrivées. Parce que l'enfant, l'adolescent, quand il vit des traumas,
il est aussi pris dans un conflit de loyauté. Il ne peut pas fuir. Il peut pas forcément être dans la lutte. Donc, il va trouver d'autres stratégies pour pouvoir traverser ça. Et ces stratégies-là, elles ont fonctionné et aujourd'hui, elles ne sont plus valables parce qu'effectivement, le danger aujourd'hui, il n'y est plus. Et donc, il y a tout un travail à faire, déjà sur le plan corporel, avec des thérapies qui aujourd'hui sont assez connues, comme le MDR, la thérapie ICV, toutes ces pratiques où on va travailler autour du psychotrauma, la TCC, tous ces outils et tout ce travail thérapeutique qui va amener le patient dans le corps à prendre conscience qu'ici et maintenant, dans le corps, on est en sécurité. Et surtout de le voir parce que le cerveau a besoin de comprendre que là, il n'y a pas de danger. En fait, on vient désamorcer, désactiver ces déclencheurs dont tu parles pour qu'ils ne viennent plus prendre le dessus sur nos réactions, en fait, et qu'on puisse faire un pas de côté. Et ce que j'amène souvent aux patients, je leur dis, mais là, quand vous êtes déclenché, activé, quel âge vous avez ? Est-ce que c'est l'adulte d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'adolescent, l'enfant ? Et en fait, il y a un mouvement aussi qui se fait au niveau de la mémoire, parce que le traumatisme va figer. Il va figer le corps, il va figer la pensée, il va figer l'émotion. Et ça va prendre tout le territoire de vie du patient, alors que quand on dézoome et qu'on remet du mouvement, ben non, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, il va bien. Il y a une part de vous qui va bien. Et cette part-là, c'est celle qui est venue en consultation, c'est celle qui remet du mouvement, c'est celle qui questionne. Notre part adulte. Exactement. Parce qu'il y a ça aussi dans tout le psychotrauma ou dans l'attachement, il y a notre enfant intérieur, il y a l'enfant en colère, c'est ça ? Oui. Il y a la part adulte. Il y a quoi d'autre, vas-y ? Alors moi, je travaille avec 3 parts. Vas-y. La part de soi qui a été blessée. Ouais. Donc c'est l'enfant tout petit. Notre enfant intérieur, c'est exactement. Ça qu'on dit. Il y a la part de soi qui contrôle. C'est celle qui protège. Et donc c'est celle-ci qui va s'activer quand on se sent menacé. C'est la colère, là. Voilà, exactement. Menace réelle ou estimée. Et il y a la part de soi qui va bien. Et donc on travaille avec toutes ces parts. C'est une harmonie qui se crée. On se sert de la part de soi qui contrôle parce qu'on en a besoin. Elle est protectrice pour aller en contact avec celle qui est blessée. On va pas aller en frontal avec celle qui a été blessée parce que elle va se protéger. Donc on se sert de celle qui contrôle et puis on s'appuie sur celle qui va bien. Et c'est un travail finalement une danse entre ces 3 parts. Et plus le patient va en contact avec toutes ces parts, plus il se resécurise et plus la part de soi qui va bien prendre la place, celle qui contrôle peut lâcher un petit peu prise parce que c'est ok, celle qui a été blessée se répare. Je me dis, mais si tout le monde savait ça, comment le monde irait mieux ? Parce que déjà, il y a moins de culpabilité à se dire, j'accepte que je cohabite avec des parts qui sont pas très agréables déjà. J'accepte que je cohabite avec des parts qui ont été blessées. Et je le vois, je pense que tu le vois aussi, tu vois, sur les réseaux sociaux, quand t'as des commentaires de gens, oui, j'ai été tapée, j'en suis pas mort, ou c'est bon, les enfants d'aujourd'hui, on n'est pas assez dur avec eux. Oui. C'est ces parts-là qui viennent parler. Parce que comme tu dis, c'est trop dur d'être en frontal avec le fait qu'on a été blessé. Il y a des projections. Il y a des projections, que ce soit dans ce que l'autre nous renvoie, sur les réseaux sociaux. Comme tu le dis très bien, les réseaux sociaux, c'est un terrain... un beau laboratoire. C'est un laboratoire expérientiel assez... c'est vivant, parce qu'effectivement, il y a toutes les projections que les uns et les autres font sur des sujets qui vont activer nos émotions et nos réactions. Et puis surtout, ça montre, là, ce que tu viens de nous expliquer, que le but, c'est pas de guérir, parce que je mets des gros guillemets, si vous me regardez sur YouTube. Le but, c'est de cohabiter avec ces parts-là et que la part adulte saine et qui va bien soit cette sécurité dont tu parles, en fait, soit cette base de l'attachement pour dire aux 2 autres parts, tout va bien, je suis là, je te prends la main, je te calme, et qu'on agisse en tant qu'adulte et pas en tant qu'enfant blessé ou en colère. C'est ça ? Exactement. Comment est-ce que je dois être pour être en lien et pour rester en lien ? Comment est-ce que j'aurais souhaité qu'on réponde à mes besoins ? Qu'est-ce qui aurait été sécurisant pour moi à ce moment-là ? Donc on ne met plus la responsabilité sur l'autre, on l'amène sur soi. De quoi j'ai besoin là, dans ce moment-là, quand il y a ça qui s'active ? Est-ce que j'ai besoin de calme ? Est-ce que j'ai besoin de sécurité ? Est-ce que j'ai besoin d'être écouté ? Est-ce que j'ai besoin de dire ? Est-ce que j'ai besoin de respirer ? Et plus on va être en contact avec nos besoins, plus on va être en mesure d'y répondre. Et d'ailleurs, les personnes qui ont été polytraumatisées, je pense que on peut l'élargir à la population. De quoi avez-vous besoin là maintenant, ici et maintenant ?
Parfois, on sait même pas répondre à cette question. C'est pas si simple. Non, c'est clair. Il y a une autre partie de ta pratique dont on parle aujourd'hui, parce que je l'ai très peu abordée dans ce podcast, c'est la thérapie systémique. Donc, au sein d'une famille, ou en tout cas d'un groupe, on va élargir après, on joue des rôles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, à quoi ça correspond, et comment ça peut nous éclairer un petit peu aussi ? C'est un sujet qui me passionne, parce que là aussi, ça vient un peu lever la culpabilité. Parce qu'on pense la psychologie, on pense la souffrance psychologique comme quelque chose de très intime. Ce qui va isoler la personne, qui va dire « mais pourquoi je me sens comme ça ? J'ai pas le droit de me sentir comme ça, je devrais faire un effort. » Donc ça va renforcer la honte, ça va renforcer le mal-être. Mais nous sommes pris dans un système. Et toute personne fait partie d'un système familial complexe, avec des interactions, avec une manière de vivre l'histoire familiale. Il y a des récits familiaux aussi, et donc la manière dont on s'attache, elle est aussi issue de la manière dont nos parents se sont attachés et dont les grands-parents se sont attachés, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on a sur nos épaules le poids intergénérationnel qui est assez lourd. Exactement, exactement. Et on peut rien faire contre ça parce que ça ne nous appartient pas. Ce sont les récits familiaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va tous avoir un rôle dans la famille. Donc, en fonction de notre histoire, en fonction de la place qu'on a, au niveau de la fratrie aussi, en fonction de la place qu'on a dans la fratrie, on va pas avoir forcément le même rôle. Et donc, on peut avoir le rôle de pacificateur, celui qui va tenir la famille pour éviter que ça s'effondre. Il y a celui qui va être le symptôme, qui va parler plus fort, qui va mettre en lumière le dysfonctionnement, ou en tout cas ce qui a besoin d'être pris en soin. Et puis, il y a ceux qui vont être plutôt parentifiés, qui vont prendre la posture de parents dans le but de réparer ce qui n'a pas été réparé avant. Et donc, tous ces rôles-là vont interagir les uns avec les autres, et ça va complexifier nécessairement les relations et la dynamique familiale. Mais est-ce qu'on les prend forcément, ces rôles ? Ou dans une famille où tout le monde est sécure, il n'y a pas besoin de jouer ces rôles-là ? Pas nécessairement. Tout n'est pas à catégoriser. Mais c'est juste que dans les dynamiques, il y a quand même des profils, il y a des personnalités. Et puis, on est issu voilà, une société, une culture qui nous pousse à être comme ça, c'est exactement. Ça Où on va être... on est dans une société de coupure, de rupture, et pas dans une société de présence et de lien. Donc, nécessairement, ça va avoir un impact sur la manière dont on va être en lien avec les uns avec les autres. Et là où j'accorde beaucoup d'importance, c'est que, certes, j'ai une part de souffrance et je vis toutes mes difficultés, mais il n'y a pas que moi aussi. Il y a ce que mes parents ont vécu, ce que ma fratrie a vécu, ce que ma culture a vécu, ma société a vécu, mon pays a vécu. Donc il y a toute une histoire aussi. La systémie, elle est liée au couple, elle est liée à la famille, elle est liée aux écoles, à la société, à la culture. Il y a une dynamique assez globale. Oui, parce que dès qu'on est en lien, au final, on est en lien forcément avec une communauté, avec un entourage, une famille, une autre famille, une belle famille peut-être. Et donc, il y a des rôles qui se mettent en place là-dedans. Et comment on fait pour sortir de ce rôle-là, s'il nous fait souffrir ? On peut sortir de son rôle qu'on s'est, infligé par défaut, inconsciemment évidemment. On n'est pas obligé de subir. Nous ne sommes pas obligés d'endosser un rôle toute notre vie. Même si c'est dur, même si ça prend du temps, même si c'est souvent empreint de honte, de culpabilité, nous ne sommes pas obligés de rester dans ce rôle-là. Parce que le rôle qu'on a eu enfant, c'est souvent un rôle qu'on va reproduire plus tard avec le partenaire ou avec les enfants, ou même dans notre manière d'être en interaction dans notre vie de tous les jours. Quand on en a conscience, on peut sortir de là. Donc, ce qui implique de poser des limites. Savoir dire non. Savoir dire non. Et la sécurité, elle passe à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant, les enfants, naturellement, vont poser des limites. C'est leur job. C'est leur job de secouer les limites que vont amener les parents. C'est leur job de tester, c'est leur job de s'affirmer, c'est leur job de remettre en question ce que les parents vont faire. Et l'objectif, là, c'est d'écouter ces limites-là, sans en faire un enfant docile.
En disant, ok, là, tu n'es pas d'accord avec ça. Et j'entends, je comprends que tu sois pas d'accord et peut-être que tu as raison. Peut-être que là, papa ou maman, on a été un peu à côté de la plaque. Mais peut-être que là, non. Peut-être que c'est important là qu'on aille dans ce sens-là. Donc, c'est trouver le juste équilibre pour que la parole circule dans la famille et que l'enfant soit écouté dans les limites qu'il pose. Parce que si on écoute un enfant dans ses limites, nécessairement à l'âge adulte, ça sera quelqu'un de plus affirmé et qui respectera la parole de l'autre tout en respectant ses propres besoins. Donc ça passe par des limites à poser et c'est ce qui freine souvent les adultes dans les relations. Je suis prisonnière d'une relation, je me sens en conflit, j'ose pas dire non, j'ose pas rompre le lien, j'ai peur d'être abandonnée et toutes ces croyances-là, en fait, elles sont aussi issues de la peur du rejet, la peur de dire non, la peur d'être abandonnée. Et donc il faut en passer par là. Mais donc, pour pouvoir sortir de ce rôle, il va falloir être proactif ou proactive. Exactement. Et ça, c'est pas toujours confortable. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout. Parce que c'est aussi s'exposer à des émotions désagréables. Se mettre en colère. Notamment, il y a une représentation autour de la colère comme quelque chose de très bruyant, voire même d'explosif. Alors que non, on peut juste dire, là, ce que tu me dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Et là, ça me met en colère. La colère, c'est une émotion qui permet aussi de faire entendre nos besoins et de se faire respecter. C'est pas nécessairement une émotion explosive, c'est une émotion protectrice. Donc ça implique aussi d'écouter nos propres émotions et dire là non, je suis pas d'accord avec ça et le lien n'est pas forcément menacé si je pose une limite. La colère, on dit, c'est quand une limite a été franchie qu'on ne tolérait pas et donc là forcément on réagit. C'est ça. Exactement. Exactement. C'est un bon indicateur en fait d'être en colère. C'est un indicateur protecteur. Si là je me sens en colère, c'est qu'on a été trop loin par rapport à la limite que je pose. Et ce qui est intéressant, c'est le niveau de colère. Si j'explose, c'est que là on est sur une réaction qui est disproportionnée. Donc on peut sortir de ces rôles, mais ça implique d'aller se frotter à des choses qui sont parfois désagréables et le cerveau n'aime pas ça. Donc il va mettre en place des stratégies, c'est un cercle vicieux. Mais de l'importance du coup d'être accompagné pour que le professionnel puisse dire là, effectivement, là il y a la lutte qui revient, là il y a la stratégie de survie et c'est normal. Est-ce qu'on peut juste être un peu curieux de ce qui se passe là, dans le corps et dans la réaction? Et donc le moment présent dans le travail thérapeutique, c'est aussi réparateur. Et puis j'imagine, il y a aussi, nous on n'aime pas faire ce travail, mais dans la systémie, tout le monde a intérêt que chacun garde son rôle. Bien sûr. Parce que c'est confortable aussi. Bien sûr. Donc j'imagine que quand on commence à sortir de son rôle, les gens autour de nous, ils aiment pas ça. Non, mais ça fait bouger toute la dynamique familiale. C'est ça. En fait, on a ce pouvoir-là de pouvoir faire bouger une dynamique familiale. Oui. Et ça, parfois, c'est trop intense de le faire. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a certaines personnes qui restent coincées parce que c'est plus coûteux de prendre le risque de tout déconstruire et de faire bouger toute la dynamique familiale que de juste rester dans cette situation-là, même si c'est inconfortable à ce moment-là. Il y a aussi des facteurs, entre guillemets, protecteurs. C'est si je dis, je vais faire du mal. Si je dis, j'ose pas dire parce que je ne veux pas que papa et maman s'en veulent ou culpabilisent, donc on va minimiser aussi son vécu pour protéger le parent. Je pense à cette situation très actuelle de Camélia, l'adolescente qui a mis fin à ses jours et qui a envoyé un texto à sa maman en lui disant qu'elle l'aime, que c'est une maman géniale. Donc là, on est dans un mouvement protecteur. Alors que... elle est en grande souffrance. Elle est en grande souffrance. C'est une jeune adolescente qui s'est suicidée après du harcèlement, qui n'a pas été entendue par les adultes, par ailleurs. Exactement. Encore une fois, pas par ses parents, mais par les adultes à l'école, au lycée. Ah, du coup, tu m'amènes... elle est terrible, cette histoire. Ça rejoint la systémie. Tu vois, là, dans la dynamique de la souffrance de cette jeune ado, il y a la systémie de la scolarité. Quel rôle on joue? Quel rôle on joue, là? Elle est venue déranger, puisqu'elle a été dire ce qui m'arrivait pas normal et on n'a pas voulu l'écouter. Et elle est venue jouer ce rôle-là dont tu Exactement. Elle est venue remettre en question ce qui se passait là. Et elle n'a pas été entendue. Donc... Et ce qui arrive souvent, finalement, quand dans une société dans son ensemble, en global, quand on vient dénoncer des oppressions, dénoncer des choses qui fonctionnent mal, la réaction, souvent, c'est... la répression, étouffer, dire que c'est pas vrai. On peut très bien prendre l'exemple américain aujourd'hui avec Donald Trump. On est clairement dans
type-là qui tend vers du fascisme d'ailleurs, mais ça se manifeste à grande échelle du coup. Exactement. Et ça, c'est mondial. Là, aujourd'hui, on vit dans un monde où on en a un petit peu parlé, où les plus vulnérables vont être marginalisés, isolés, certainement pas accompagnés. Donc les tout petits, les personnes âgées, les personnes porteurs de handicap, tout ce qui va déranger et qui fait que ça peut un petit peu frotter là sur la dynamique et je peux perdre un bénéfice. Donc je vais pas aller là-dedans parce que c'est pas possible et c'est pas confortable. Sauf que ça crée des conséquences derrière qui sont majeures à l'échelle sociétale. Mais c'est vrai que nous, on a du pouvoir en tant que parents. C'est d'élever des enfants qui sont câblés émotionnellement, qu'on a écoutés, qu'on a entendus. Qu'est-ce que tu peux dire là à des parents qui nous écoutent, qui commencent à prendre conscience, tu vois, de leur lien d'attachement et de cette systémie? Ça serait quoi? C'est d'écouter nos enfants quand ils nous parlent? Ce serait quoi le premier point d'ancrage, tu vois, de choses qu'on peut activer et où on n'est pas obligé de subir, et donc ce qui donne de l'espoir? De les écouter pleinement. De les écouter pleinement dans ce qu'ils ne peuvent pas dire, mais dans ce qu'ils expriment, ce qui est différent, parce que ça passe par le corps. Écouter les enfants pleinement et écouter ce qui se passe dans le corps pour soi. Ça, c'est vraiment l'expression corporelle qui va nous dire le plus d'informations. La tête, elle va rationaliser, elle va mettre du sens, elle va essayer de comprendre. Mais là, il s'agit pas de comprendre. Il s'agit juste d'être en contact avec ce qui se passe là dans l'interaction avec l'autre et dans le corps. Est-ce que je peux te partager une anecdote personnelle? Avec grand plaisir. Les gens adorent de se dire que les psys sont humains. Mon fils, qui du coup va avoir bientôt 4 ans, est en petite section de maternelle. Et l'autre jour, il communique beaucoup au niveau de ses émotions. Et l'autre jour, il rentre de l'école, chafouin, dans une tempête émotionnelle vraiment très forte. J'ai pas posé de questions. J'ai juste laissé prendre son goûter tranquillement. Je lui ai dit, t'as passé une mauvaise journée? Il me dit oui. Je dis ok. Quand tu seras prêt, quand ça sera le bon moment pour toi, je suis là. Et si tu as pas envie d'en parler maintenant, c'est ok. Mais sache que je suis là. On continue nos interactions et puis d'un coup, il me dit, taper, c'est pas bien. C'est interdit de taper. Ok. C'est vrai? Je dis, tu as vécu quelque chose de cet ordre-là à l'école? Oui. J'ai un copain qui m'a tapé. D'accord. Et comment tu t'es sentie? Pas bien, j'étais en colère. En fait, c'est des petites choses, mais dès lors, chez les enfants, c'est soudain. Ils vont pas juste s'asseoir et vous expliquer très clairement comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Ils peuvent pas. C'est spontané, c'est dans le jeu. C'est une phrase qui est jetée comme ça et donc c'est à nous d'attraper. Réceptif. Ouais, exactement. Et donc j'ai dit oui, mais merci de me le dire parce qu'effectivement ça a dû être difficile pour toi là ce que tu as vécu aujourd'hui et je comprends ta colère ce soir en rentrant et c'est bien de le dire, c'est important. Et donc en travaillant sur ça, en travaillant sur le corps, sur les émotions, ça désamorce beaucoup. Ça paraît compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Mais tu vois, moi, parfois, je suis confrontée à une de mes filles qui, si je vais être trop... peut-être c'est moi, je suis trop. Mais si je lui dis, mais ça a dû pas être agréable. Qu'est-ce que... Ah, j'ai pas envie de t'en parler. Ou, tu vois, qui vont se fermer. Donc, c'est dur aussi de trouver la bonne fenêtre, le bon moment où, des fois, ils te lâchent une petite bribe, mais ils veulent pas aller dans la conversation en entière. Oui. Surtout s'ils grandissent, parce qu'ils ont plus de conscience. Et donc, de se dire, OK, quel est le timing, là? Je suis perdue. Alors, ce que tu peux dire, c'est ok, là, je comprends que t'as pas envie d'en parler, c'est normal, hein, je le comprends complètement. Par contre, dès que tu auras envie d'en parler, je suis là. Je suis là et je serai là. Mon fils, quand il a vécu ça, on en a parlé, on a débriefé, on a régulé. Et je lui ai dit, écoute, là, je te remercie de m'en avoir parlé, c'est super important, là, ce qui se passe. Et ce que je te propose, c'est que dès que tu auras besoin d'en reparler, on sera là pour écouter. Quelques jours plus tard, un soir, avant d'aller au lit, maman, est-ce qu'on peut reparler de ce qui s'est passé à l'école? Pas de problème. Oui, il faut accepter que le temps, il est long aussi. De se dire, ça va pas être dans 1 heure, ça peut être dans 2 jours, 2 semaines, enfin, peu importe leur temporalité. Exactement. Okay. Ils ont pas là. Et des fois, ça jaillit. C'est souvent d'ailleurs le cas.
plusieurs semaines, plusieurs mois. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais j'imagine que ce sont leurs déclencheurs à eux de ce qui se passe et de ce qui se joue dans le corps qui fait qu'à un moment donné, la situation, elle revient à la surface. Et là, il faut le rattraper. C'est important d'avoir cette conscience-là. Et surtout, je trouve ils ont une mémoire parfois. Tu te dis, mais comment tu te souviens de ça? Ils ont une capacité, parce qu'on a cette sensation qu'ils se souviennent de rien, parce qu'ils sont petits, mais c'est pas vrai. Non, dans l'instant présent, en tout cas, peut-être dans 20 ans, ils se souviendront effectivement pas de ça, mais là, en tout cas, dans la petite enfance, des fois, ils te ressortent des trucs, c'est, ah, ok, je pensais pas que ça t'avait marqué ou que tu t'en souvenais, quoi. Ils sont forts. Ils sont très forts. Ils sont très, très forts. Il y a deux choses dont je voulais te parler avant de terminer. C'est que tu es une psychologue un peu différente des autres, parce que tu proposes des consultations en marchant. Et je trouve ça incroyable et fantastique et formidable. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, pourquoi et quels sont les bénéfices pour tes patients et patientes? Alors ça vient un petit peu s'imbriquer dans tout ce qu'on vient de se dire là. C'est venu en 2019. Ou 2019-2020, je suis partie en Inde faire une retraite de méditation. Et le corps était en mouvement dans la méditation, dans le yoga. Et donc j'ai toujours eu des expériences autour de la méditation en mouvement. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un bénéfice réel. Et donc au retour de ce séjour-là, je me suis formée à l'enseignement du yoga. Et je me suis dit, chouette, je vais peut-être allier les consultations et le yoga, parce que en cabinet, les patients sont quand même assez figés. On est assis, le corps ne bouge pas. Ça, voilà, même si on a des pratiques comme le MDR aujourd'hui, qui sont des pratiques où on va beaucoup travailler sur les sensations physiques, il n'empêche que on est figé dans notre fauteuil. Donc je me suis dit, ce serait bien de mettre du mouvement dans le corps là pour faire circuler les émotions, les pensées, les sensations. Donc j'avais pensé au yoga. Il se trouve que le lendemain du diplôme, j'ai appris ma grossesse. Donc je n'ai pas mis ça en place parce que c'était pas le bon moment. Et au retour de mon congé maternité, j'avais toujours ce mouvement-là. Je me suis dit, mais j'ai besoin, moi aussi, en tant que psy, en tant que thérapeute, de me mettre en mouvement. J'ai l'impression d'être dans mon jus, de recevoir toutes ces situations. Alors, j'étais en postpartum, donc un peu plus vulnérable nécessairement à la souffrance des autres. Et ça devenait beaucoup plus poreux et j'avais besoin de me mettre en mouvement. Et donc, le yoga, c'était pas le bon moment. J'ai pas envie là actuellement de me mettre là-dedans. Donc, je vais revenir à la méditation parce que c'était ma safe place. Je savais que c'était ce qui était présent pour moi et qui m'a toujours accompagnée depuis plusieurs années. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester la marche? Donc, j'ai testé d'abord sur moi, où j'ai fait plusieurs pratiques méditatives solo. J'y trouvais beaucoup de bénéfices. Et un jour, j'ai proposé à un patient que je connaissais depuis un moment, qui allait plutôt bien et qui, je sais, aurait été tout à fait OK avec ça. Et donc, on est parti dans un parc. Je dis, est-ce que ça vous tente qu'on teste une consultation en extérieur? Et ça a été chouette. Ça a été vraiment une grande révélation parce que la nature fait partie de notre fonctionnement. Ça fait partie de la systémie et on apprend énormément de la nature. La nature, quand elle est face à des défis, et Dieu sait qu'aujourd'hui, elle en a, elle s'adapte. Elle s'adapte très bien. Elle se transforme en fonction de l'environnement et du contexte dans lequel elle est. Et les plantes trouvent toujours la sortie pour aller vers la lumière. Toujours. Et donc, c'est aussi un moyen de prendre conscience que nous aussi, en fonction de ce qu'on vit, on se transforme, on s'adapte. Et il y a la résilience. La nature est profondément résiliente. Donc il y a ça qui m'a porté parce que la nature, elle est jamais figée. Ce qui est figé dans la nature, c'est souvent ce qui meurt. Et tout le reste est toujours en mouvement. Les saisons, la météo, rien n'est figé. Donc là, je me suis dit, il y a un vrai support, il y a un matériel qui est précieux de réparation. La nature, c'est un lien qui est non intrusif. Donc pour les personnes qui ont vécu des traumas ou qui ont des troubles de l'attachement très forts, être en contact avec la nature, c'est aussi un moyen de réparer le lien, puisque la nature, elle a quelque chose de très sécurisant. Il y a l'expérience sensorielle, méditative de la nature, et puis la marche. La marche, elle va mettre en mouvement
Donc les bénéfices ne sont plus à dire là avec les bienfaits, ne serait-ce que pour l'activité physique qu'elle apporte, sans parler de performance, juste d'être en mouvement. Aujourd'hui, on vit dans un monde très sédentaire. On fait des métiers où on est assis toute la journée et où on se lève, on prend la voiture, on va travailler assis, on reprend la voiture, on va se coucher le soir, on est sur le téléphone. Donc tout ça va nous couper de l'expérience du moment présent et nous couper du mouvement. Donc ça va renforcer aussi nos symptômes. Le mouvement avec la marche va faire circuler. Bouger le corps, c'est aussi bouger l'histoire de vie. Et donc, c'est vrai que toutes les pratiques que j'ai pu faire jusqu'à présent en walking amènent des mouvements différents parce que les patients ne convoquent pas les mêmes réactions émotionnelles, ne convoquent pas les mêmes sensations corporelles et le mouvement de la pensée est différent. Il y a des patients que je voyais depuis très longtemps en cabinet et où je pensais que tout était OK. En situation de consultation en extérieur, il s'est passé autre chose. Et est-ce qu'ils sont pas dans le cocon aussi fermé d'un cabinet? Bien Là, sûr. on est exposé à plein de choses qui peuvent nous déclencher ou pas, de peur, de... Les bruits. Les bruits, ouais. Tout à fait. Les patients qui ont du stress post-traumatique, j'ai quelques patients là qui sont des anciens militaires, qui ont vécu la guerre et pour qui l'environnement est une menace. L'environnement tout entier. Et donc, sortir, être dans la nature, entendre les bruits, c'est un déclencheur très fort et donc c'est du matériel pour pouvoir travailler. Et la marche, c'est une stimulation bilatérale alternée. Donc, on retrouve le principe de l'EMDR, du retraitement. Donc, en fonction du rythme de marche, il y a des patients qui marchent très vite et il y a des patients qui, pendant la consultation, vont ralentir la marche où il se passe quelque chose là, dans le corps et dans le retraitement de l'information. Et puis pour les psys aussi, c'est extrêmement régulant. Parce qu'on n'est plus face à face, on est côte à côte. En fait, l'environnement se charge de recevoir ce qui se passe. Et on ne travaille pas de la même manière, puisqu'on est soutenu par l'environnement quel qu'il soit. Que ce soit la nature, alors je travaille en forêt, dans des parcs, autour de lacs, en ville, et il se passe pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes stimulations. On vit dans un monde qui est quand même très bruyant, et même les forêts sont extrêmement bruyantes. Vous allez en forêt au mois de mai, avec toute la nature qui se réveille, les animaux, c'est une expérience qui est formidable. Est-ce qu'il y a déjà des essais cliniques? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui font comme toi? Est-ce qu'on a des reculs, tu vois, sur ça pour donner un peu des bonnes pratiques? Très peu. Non. Donc, très initier un mouvement, là. Alors, il y a des collègues qui font, mais ça reste à individuel, la marge, en fait. Ouais, ça. Chacun de son côté va commencer à mettre ça en place. Et c'est aussi pour ça que j'en parle, parce que quand on est professionnel de santé mentale, il faut prendre soin de sa santé mentale. Et physique, en fait. Et physique aussi. Parce que les professionnels, les psychologues et les psychiatres ne sont pas immunisés contre le burn-out. On est même à risque parce qu'on est exposé au traumatisme vicariant. On entend des histoires tous les jours, même si on n'est pas investi émotionnellement dans ce que les patients nous racontent. Il n'empêche que le cerveau entend. Et donc, sur des situations de vie plus vulnérables, des moments de vie comme le postpartum, comme si on vit un deuil ou si on vit des choses à titre personnel qui nous exposent plus facilement à la vulnérabilité, on va recevoir. C'est normal. Puis c'est pas pour rien souvent qu'on devient psychologue. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Mais je trouve que c'est passionnant ce que tu racontes parce que je me dis, tu récupères des datas puisque tu vois les patients migrer, comment ça se passe. Ça vaudrait tellement le coup dans un monde si sédentaire et dont on fait que parler de ces problématiques qui va être le mal du 21e siècle, de se dire, là, on soigne deux choses en même temps, en fait. Oui. Donc, allons-y. Tu as raison, puisqu'effectivement, on va cliver la santé physique et la santé mentale. Et même si on essaye quand même de les rejoindre plus facilement aujourd'hui, il n'empêche qu'on a quand même un discours, tu vois, sur les réseaux sociaux. Il y a la santé physique d'un côté, dans ce qui est dit, et puis la santé mentale d'un autre. Il y a les deux. Ça coexiste. On ne peut pas faire l'impasse de l'un en parlant de l'autre. C'est pas possible. C'est impossible parce que le corps, c'est le terrain de toutes nos émotions, de toutes nos réactions. Il y a le système nerveux. La marche, elle va activer le système nerveux parasympathique qui est responsable de l'apaisement et de la digestion aussi de nos émotions.
J'avais hésité à te proposer l'interview en marchant, mais le temps bordelais d'aujourd'hui, on va peut-être essayer après, mais nous aura restreint, donc on est resté assis. Mais tu vois, j'ai envie d'aller marcher là, ça m'a donné envie. Oui, moi aussi. Et si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, merci. Proposez à votre psy d'aller faire une séance en marchant. On peut déclencher des nouvelles passions pour les soignants et les soignantes et pour nous. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de faire bouger les psys aussi à ce niveau-là, puisque en sortant du cabinet, on n'a plus nos notes, on n'a plus nos repères, on n'a plus l'heure, on n'a plus toute cette sécurité que le psy va avoir avec le cabinet. Et c'est une expérience qui est vraiment intéressante à vivre aussi du côté psy. Et on fait bouger la systémie. Exactement. On fait changer chacun de son rôle. Exactement. Merci beaucoup, Mélissa. C'était hyper dense. Je suis trop contente de t'avoir reçue. Merci d'avoir patienté parce que je voulais te recevoir dans nos bureaux, dans ce petit cocon qu'on s'est créé. Et on va regarder le temps dehors et on va peut-être aller marcher. Merci à toi, Clémentine. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.